Salut. Salut Nicolas, Salut à tous. merci de On nous com rejoindre pour cette première session de Tutu Your Tools. On est super ravis de vous accueillir du coup pour le lancement de ce cycle événementiel qui nous tient un peu à cœur parce qu'on nous demande souvent à la cantine des démos d'outils en ligne et on est super content de pouvoir commencer avec vous. Donc voilà, juste un petit mot pour vous dire, les Tutu Your Tools, c'est un cycle événementiel qu'on organise avec la cantine et le Palace. Donc voilà, dans nos communautés, il y a beaucoup d'utilisateurs d'outils SaaS ou d'outils de gestion de projet. Il y a beaucoup de choix. Donc l'idée, c'est vraiment en une heure de pouvoir découvrir ces outils. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses à vos questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir un ou deux, trois cas d'usage par session. Mais l'idée, voilà, c'est qu'en tout cas, on ait des personnes qui utilisent au quotidien, qui puissent vous répondre. Donc ce matin, c'est Timothée et Nicolas qui vont vous parler de Notion. Ils vont vous parler également du lancement de leur communauté sur Nantes. Donc ça, c'est super chouette. Et voilà, donc si vous voulez, vous pouvez poser toutes vos questions pendant la conférence. Ça devrait durer à peu près une quarantaine de minutes. Et puis après, on pourra la traiter sur les 15 dernières minutes concernant vos questionnements, etc. Les gars, je vous laisse vous présenter et puis lancer la conférence. À tout à l'heure. Merci Lise. Merci. Du coup, je vais me lancer dans le grand bain. Donc moi, c'est Nicolas. Je suis co-driver au Wagon Nantes et développeur freelance, développeur web en freelance. J'ai bossé pour Coup d'État notamment pendant 2 ans, jusqu'à tout récemment. Et je suis aussi un gros fan de Notion. Depuis 2 ans à peu près, je l'utilise tous les jours pour ma vie perso, mais aussi pour mon taf. Et du coup, je vais laisser Tim se présenter et puis après, on va enchaîner. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Timothée Garcia. Moi, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Quartz, qui est eu un hybride entre une boîte de consulting en transformation numérique et une agence web. Et comme Nico, je suis un gros fan de Notion et du coup, on a décidé de monter la communauté ensemble pour pouvoir s'amuser à plusieurs. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran pour commencer la presse. On a fait nos slides, ou en tout cas notre support de présentation. Il est sur Notion, évidemment. Vous allez voir, c'est un peu l'Inception, Notion dans Notion dans Notion à tout jamais. Hop, alors, je vais partager tout mon écran. Ça, je pourrais swapper au cas où. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Tim? On est Ouais, bon? ouais, c'est bien. Ouais, cool. Cool. Du coup, on vous a un peu déjà introduit le pourquoi. Donc, alors nous, on est là aujourd'hui avec Tim parce qu'on a lancé la communauté Notion à Nantes. On l'a lancé parce qu'on est comme on l'a déjà dit, on est en kiff absolu de l'outil. Et on voulait trouver en fait à Nantes et plus largement en Bretagne des gens avec qui échanger. Alors à la base, c'était pour se voir en physique. Évidemment, malgré avec le corona, on a dû faire autrement. Mais c'était pour trouver des gens pour échanger en fait autour de l'outil, de ses usages, de ses usages et de tout ce qu'on pourrait faire, s'amuser à faire avec. Voilà, voilà. Je rends la main à Tim qui va du coup enchaîner tout de suite sur un petit Notion 101 comme Yes. on vous a promis dans l'event. Hop. Je te laisse reprendre la main du coup Ouais, pour le je SharePoint. prends la main, ça y est. C'est Ok, bon, on voit ton c'est écran. bon, on la voit. Nickel. Alors, on est parti. Ok, alors moi, je vais vous introduire un peu le concept de l'outil. Alors, Notion, c'est un outil qui est assez protéiforme et il est composé de deux briques fondamentales. Ces briques sont les pages et les bases de données. Alors, les pages, c'est ce que vous pouvez voir actuellement est une page. C'est constitué de blocs et ces blocs pouvant être de différentes natures. On verra ça un peu plus tard. Et les bases de données qui sont une manière de stocker la donnée. Et ces bases de données ont plusieurs formes. On peut les voir sous forme de tableur, donc un peu à la Excel, sous forme de Kanban, donc les petites fiches que vous pouvez voir souvent quand vous faites des to-do list, de calendrier, de listes et de galeries. Ces bases de données peuvent être soit full page, c'est-à-dire être l'unique élément de ce qui s'apparenterait à une page, mais qui reste une base de données, soit en inline, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans le bloc d'une autre page. L'intérêt étant de pouvoir, dans une page, mettre des bases de données et dans ces bases de données, de mettre des pages et tout ça jusqu'à l'infini.
Donc, ça a un avantage certain qui est que ça permet d'avoir une profondeur et d'avoir beaucoup de dimensions, ce qui nous permet de prendre en compte de nombreux cas d'usage. C'est très intéressant à ce niveau-là. En revanche, ça a l'inconvénient que ça peut générer vite du chaos si ce n'est pas bien pris en main. Pour lutter contre ce chaos, il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est d'aller appliquer des méthodologies au-dessus de cet outil et aussi d'aller avoir des pages qui vont être des sommaires et qui vont permettre de faire flotter à la surface, métaphoriquement, des éléments importants. Et aussi, c'est de se restreindre en termes de profondeur parce que, évidemment, plus on a de profondeur, plus on a les chances de se perdre dans ces profondeurs. Toutes ces bases de données peuvent être reliées entre elles à travers des relations et des roll-ups. Donc, un peu comme dans d'autres outils que vous pouvez connaître du marché, comme Airtable ou d'autres. Et je vais vous montrer un exemple qui va permettre de faire interagir les pages et les bases de données. Un exemple simple de CRM, donc Customer Relationship Management, qui est un outil de gestion des relations clients, donc très classique, qui permet de suivre un pipe de vente. Donc, je commence ça. Donc, pour ça, je crée une page. Donc là, pour créer une page, je clique sur page, rien de très compliqué. Ça m'ouvre une autre page. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez que cette page a été mise ici. Donc, hop, je lui donne un nom. On va appeler ça Playground CRM. OK. Et donc, je vais commencer par créer mon outil de gestion mission. Alors, du coup, je commence par faire une table pour les missions. Donc, je crée une table inline parce que j'ai envie de la garder dans ma page. Donc, je l'appelle mission. Mes tables missions, elles vont avoir un nom, mes missions. Donc, je vais créer un attribut pour ces missions parce qu'en fait, c'est un modèle de données. Donc, je vais créer un attribut qui va s'appeler nom. Je leur fais un statut. Donc, ce statut, ça va être un select. Donc, ça va être une liste d'éléments. Donc, hop, je leur crée un statut. Hop. Ce statut, je vais mettre prospect, qui est du coup le plus en amont dans le pipe de vente. En cours de mission. Hop. Ou terminé. Voilà. Donc, les 3 statuts qu'on va avoir. Je leur mets un montant hors taxe pour le prix, enfin le montant qui a été vendu la mission. On va mettre ça en euros. Et je leur mets une deadline qui va être la date à laquelle la mission est prévue. Donc, c'est un champ date. Donc, on va pouvoir aller sélectionner une date. Et on va leur mettre le nom du client. Donc, nom du client. Et donc, ça, c'est un texte. Donc, je vais créer 3 missions fictives. On va dire la première, on va l'appeler optimiser le process d'achat, par exemple. Hop, tac. Je peux mettre en full with, ce qui permet d'avoir un peu plus de place. Voilà. OK. La deuxième, on va dire optimiser le process de vente. Hop. Et la troisième, automatiser le process de commande, par exemple. OK. Pour chacune de ces missions, je vais leur mettre un statut différent. Comme ça, on va être bien. Et en montant, on va mettre 15 000, 20 000 et 25 000 euros. OK. Hop, je vais vers la dernière ligne. En deadline, on va dire qu'il y en a une pour le 23, une pour le 24 et une pour le 28. Allez. Et donc, en client, je vais en créer 2 pour Carrefour et une pour une petite start-up, enfin une start-up du coin, je voudrais choquer personne, Shop Up Up. OK. Donc là, j'ai l'ensemble de mes missions. Maintenant, comme on peut voir, on a mis les clients comme du texte, mais ça ne va pas être très performant si jamais on a envie de retrouver l'ensemble des missions pour un client ou qu'on a envie de considérer les clients comme un objet ou une base de données en soi pour savoir, par exemple, combien on va avoir de missions par client ou ce genre de choses. Et donc, en fait, comme c'est redondant, on va aller créer un objet mission aussi, un objet client. Donc, je vais créer une base inline pour les clients également. Donc, table inline, hop, que je vais appeler client naturellement. Donc, pour ces clients, je vais leur mettre un nom, un tag, c'est très bien, et on verra ensuite. Donc, comme client, je mets Carrefour et
shop hop, les deux clients que j'ai. J'enlève la troisième ligne. Et donc, maintenant, j'ai envie de relier ce client et ses missions. Donc, pour ça, je l'enlève. Et donc, pour ça, je vais aller créer un troisième attribut à mes clients qui va être une relation vers les missions. Donc là, je vais créer une relation et je vais aller trouver ma table mission, qui est, je pense, celle-là, je pense. Hop, on va voir. Je vais l'appeler mission. Yes. Et donc là, je vais aller relier mes trois… Non, c'est pas celle-là. Je vais l'appeler mission cantine. Tac. Et donc, je vais aller relier à ma mission cantine. Tac. C'est l'inconvénient de faire plusieurs fois la même démo. Le même talk. Exactement. Et donc là, je vais me retrouver avec mes deux missions pour Carrefour et ma mission pour Shop Hop Hop. Donc, comme vous avez pu voir, quand j'ai créé la relation sur le client, ça a créé la réciproque sur la table mission. Donc là, vous voyez, related to client. Donc, je peux juste mettre client histoire d'être un peu plus propre. Et ensuite, cette table-là qui est le nom du client, elle n'a plus beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, on retrouve le nom à cet endroit-là et c'est ce qu'on va appeler le champ primaire, ce qui va s'afficher quand on va le voir dans notre relation au client. Donc, je peux supprimer cette table. Hop. Donc, jusqu'ici, on est pas mal. Maintenant, si j'ai envie de voir mes missions comme un Kanban pour avoir le statut de manière un peu plus visible, je peux créer donc mon board que je vais appeler Kanban. Hop. Et là, à ce moment-là, j'ai créé une autre vue de la même donnée. Donc, vous voyez, c'est la même donnée, mais qui est visualisée de deux manières différentes. C'est là que ça devient très intéressant parce qu'après, si jamais ma mission d'optimiser les process achats, elle devient en cours, je peux la déplacer à cet endroit-là. Et à ce moment-là, ça a bien changé le statut de ma mission. De ma mission. Et donc là, vous voyez, j'en ai deux en cours. OK. Maintenant, si j'ai envie, en plus de voir, d'avoir plutôt les deadlines en visualisation plus facilement, je crée un calendrier. Et là, c'est pareil, il reconnaît directement que c'est le champ, l'attribut date des missions et il va me mettre mes 3 missions dans le calendrier du mois. Et donc, encore une fois, c'est la même mission. Et donc là, c'est pareil, si cet élément-là, je le déplace au 29, on se retrouve à avoir bien déplacé au 29 cette mission-là. OK. Donc maintenant, mes clients, je peux les taguer. Donc, Carrefour, ça va plutôt être un grand compte. Et Shop Hop Hop, une startup. Voilà. Hop, un grand compte avec un S. Tac, voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux filtrer mes missions par grand compte. Par exemple, si j'ai envie d'avoir uniquement les missions qui sont grand compte. À ce moment-là, je peux aller récupérer l'élément grand compte sur ma table mission. Pour ça, je vais créer ce qu'on appelle un roll-up. Un roll-up va me permettre ensuite d'aller aller chercher pour un client une propriété en particulier. Et celle-là va être du coup les tags qui correspondent au type de client. Et donc là, je peux montrer l'original. Donc là, je vais mettre plutôt type que tag. Et là, je vais mettre type de client. Hop. Et donc là, maintenant, je peux aller créer un filtre pour avoir uniquement les grands comptes. Je peux laisser cette vue par défaut qui va être la vue un peu totale et je vais aller créer une autre vue que je vais mettre grand compte. Hop. Et donc là, pour ces grands comptes, je vais aller filtrer par grand compte. Hop, non, pas statut, pardon. Type de client, contain, grand compte. Et donc là, on se retrouve avec uniquement les missions pour les grands comptes. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vouloir faire d'autre? Je vais pouvoir créer, si j'ai envie d'aller créer un dashboard de mes missions grands comptes. J'ai envie d'avoir uniquement mes missions grands comptes sur un dashboard parce que j'ai des Key Account Managers qui ont besoin de voir uniquement les missions grands comptes. Je vais aller créer une page spécifique pour ça. Donc là, je vais appeler dashboard grand compte. OK.
toujours avec un S. Et donc, maintenant, si j'ai envie de rapporter la base mission sur cette nouvelle page, je peux faire ce qu'on appelle une link database, c'est-à-dire une base de données liée. Et donc là, je vais aller créer ma link database. Et donc, comme j'y ai donné un nom astucieux, parce que je me suis fait avoir la première fois, je vais pouvoir aller la chercher. Et donc là, je récupère ma link database. Donc, cette base de données-là, c'est une référence à la base de données précédente que vous retrouvez là. Donc, vous voyez, celle-là, il n'y a pas de flèche à cet endroit-là, alors que ici, on a une flèche pour dire que c'est une référence. Donc, cette référence récupère la donnée brute. En revanche, la façon de la visualiser n'est pas transportée dans cette link database. Du coup, je vais aller créer une nouvelle vue. Je vais aller créer une vue galerie parce que j'ai envie d'avoir une petite galerie. Et donc, je vais aller la filtrer sur grand compte parce que c'est, comme on avait dit, uniquement un dashboard grand compte. Et donc là, j'ai mes deux process. Je vais aller, pour mes propriétés, mettre la cover de chacun des éléments. Et je vais laisser en médium parce que c'est joli. Hop. Et donc là, vous voyez, ça, c'est mes éléments de ma base de données. Et comme vous pouvez voir, c'est aussi assimilé à des pages, quoi. On va avoir des blocs, mais en revanche, on a des attributs en plus parce que c'est des éléments de base de données. Donc, je peux aller leur ajouter une cover pour pouvoir un peu égayer tout ça. Donc, là, je mets sales parce que c'est le process de vente. Et donc, vous voyez, ce sales se retrouve à ce moment-là. Et je peux également mettre achat. Pour les achats, je vais mettre purchase. Et là, on va mettre ça, c'est bien. OK. Et donc là, on se retrouve avec, je vais mettre en plus petit, c'est plus joli. Hop. En small, voilà. Et donc là, on a le process grand compte. Donc, je renomme ma vue galerie grand compte. Et voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, on a notre dashboard qu'à cet endroit-là. Et maintenant, si jamais je n'ai plus besoin d'avoir les clients qui soient en inline, mais je voudrais juste avoir une page qui rejoint tous mes clients, je peux aller turn into page, c'est-à-dire passer ma database qui était en inline en une page, une database en tant que page, donc en full page. Et donc là, je me retrouve avec une assimilée page qui est en fait une database full page. Et donc, si je clique dessus, je vois bien ma database en grand. Voilà. Voilà. C'est tout pour cette démonstration. Vous pourrez retrouver cette démonstration sur la présentation à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est un exemple simple. Comment en 5 minutes, on peut faire un CRM on va dire un début de CRM qui peut après être complexifié et adapté aux besoins de chacun un peu à l'infini. Si ça vous intéresse de pouvoir faire des choses de cette nature et d'autres, et que vous avez des cas d'usage à partager avec nous et que vous avez envie d'aller creuser un peu plus ce sujet et de voir comment cet outil pourrait s'adapter à vos use cases à vous, vous pouvez rejoindre notre communauté que vous pouvez trouver facilement sur notionnantes.com. Vous pouvez nous contacter en message privé également. Et donc, les notions qu'on va approfondir dans cette communauté, c'est on va travailler à expliciter l'outil pour des débutants, mais aussi pour des niveaux plus avancés et plus experts comme nous, ce qui va nous permettre d'approfondir des trucs comme les formulas, qui sont ce que je vous ai pas montré, mais qui sont un type d'attributs qui permettent d'aller mettre un peu de programmation là-dedans et pouvoir aller créer des choses intéressantes également. Et on verra également les formes de droit d'accès et de permission que vous pouvez avoir avec Notion. Il y a une profondeur de lecture, commentaires, édition qui permet à différents types de participants à vos workspaces d'interagir avec la même donnée, mais avec des droits d'accès plus ou moins différents. Ok, Voilà. merci beaucoup Tim pour cette première démo. Juste avant de passer à la démo de Nicolas, si ça vous va, on va essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées pendant ton intervention.
Donc, il y a Adrien qui demande, tout ceci est-il faisable avec la version d'entrée de base ou uniquement avec l'abonnement Team ou Team Plus? Du coup, c'est rigolo, j'ai assisté hier à un webinaire avec le designer de Notion. Ils ont une politique, c'est que toutes les features sont accessibles à tout le monde, en tout cas en termes de construction de page et tout ce que vient de vous montrer Tim. Là, on va commencer à avoir des différenciations au niveau du plan Team versus le plan personnel. Et bientôt, je crois qu'ils sont en train de bosser sur un plan genre Enterprise, un truc comme ça. C'est au niveau de la gestion des droits d'accès. En gros, vous allez avoir sur un plan Team, vous allez avoir moyen d'ajouter des gens dans des groupes et de donner accès à un ensemble de pages, à un arbre de pages et de sous-pages à un groupe en particulier. Ce qui vous permet en fait de mieux segmenter, de plus facilement segmenter les droits d'accès dans votre équipe ou dans votre boîte. Mais au niveau des créations de bases de données, de création de pages, juste de prise en main et de mise en forme de la data, vous avez accès à toutes les features, quel que soit le plan. Et du coup, pour rajouter à ce que dit Nico, c'est le pricing est avant tout relatif au nombre de blocs. En gros, si vous, en mode gratuit, vous allez avoir un nombre de blocs limité. Alors, je ne sais pas exactement comment ils quantifient les blocs, mais à la grosse, c'est les, on va dire les items comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez atteint le nombre de blocs, vous ne pouvez plus ajouter de blocs. Donc, il faut commencer à payer. Mais ce n'est pas très onéreux. Le premier plan personnel est à 4 $ ou 5 $. C'est pas... Il y a moyen de beaucoup s'amuser pour pas bien cher au début. Top, merci beaucoup. On a Anne qui demande si on peut mettre en ligne en fait un tableau ou un agenda sur une page web. Ouais, on peut le faire. On peut le faire. On montrera après peut-être, Nicolas? Ouais, rapidement si vous voulez, mais oui, en fait, tu peux embed ce que tu veux dans une page Notion, n'importe quel lien externe. Et en fait, Notion a bossé sur une visualisation pour certains outils et pas d'autres. Donc, par exemple, Google Drive, tu vas pouvoir embed une spreadsheet Google Drive et interagir avec cette spreadsheet directement dans Notion si tu as besoin de le faire. Je pense que le calendar, ça peut marcher aussi. Il faut juste trouver le lien public du calendar. Je n'ai jamais fait ce truc-là. Mais il y a moyen d'embed pas mal de choses. Je crois qu'ils ont bossé sur Whimsical aussi récemment. Whimsical, c'est un outil pour faire des user flow avec des grosses, disons des post-it que vous pouvez lier les uns aux autres. Des mind maps aussi. Ouais, et mind map aussi, ouais. Ils avancent sur ces sujets-là pas à pas, en fait. C'est en fonction des retours de leur communauté, de leurs utilisateurs les plus actifs. Et ben, ils vont bosser sur l'embed visuel qui fonctionne bien de tel ou tel outil. Ok, merci beaucoup. Il y a Marc qui demande si on peut appliquer des filtres à l'ensemble du contenu d'une page. Non. Je comprends pas trop la question. Tu ne peux appliquer des filtres qu'à une base de données. Tu ne peux pas appliquer de filtre à une page. Ah, tu voudrais voir à l'intérieur d'une page et regarder s'il y a telle ou telle phrase, par exemple, ou un truc comme ça? Ouais. En revanche, ils ont une recherche avancée qui commence à être pas trop mal, ce qui est plutôt bien. Ouais, mais c'est juste pour aller chercher les bonnes pages auxquelles tu veux accéder, quoi. C'est pas pour filtrer des trucs. Non. Ouais. Et puis, on va faire une dernière question, puis on traitera les autres après ta démo, Nicolas. Du coup, il y avait une histoire de Antoine, qui a une remarque sur l'envoi du formulaire Typeform. Ah non, c'est juste, hop, je rejette. C'est concernant votre site. Les histoires de coûts de l'outil, on pourra peut-être voir ça du coup à la fin de ta présentation, Nicolas, si tu as des informations là-dessus. Après, j'imagine qu'il y aura tout sur le site. Donc, on va reprendre ta démo et puis on traitera les questions juste après. Continuez de les afficher. Ça roule. Tu prends la main, Nicolas? Ouais, je reprends la main, ouais. Alors, attendez, je vais fermer le Q&A et le chat. Hop. Yes. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On est bon? Tim, yes, c'est bon. Tu me confirmes? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, moi, je vais vous présenter un use case que j'ai au Wagon Nantes. Donc, pour rappel, le Wagon Nantes, c'est une boîte c'est un bootcamp. C'est une boîte qui run des bootcamps, qui run des sessions d'apprentissage pour des gens qui ont envie d'apprendre à coder.
donc on propose ça sur 9 semaines. Donc ça, c'est la partie B2C de notre activité. On a aussi du B2B sur lequel on est en train de monter, où on vend de la formation à des entreprises qui ont envie de former leurs employés au code, à l'usage des bases de données, toutes ces logiques-là. Et on a aussi une section de notre activité qui concerne les universités et les grandes écoles. Là, on bosse notamment à Nantes avec Audencia, où on s'insère aussi dans leur cursus, dans leur syllabus sur certains de leurs masters. Et du coup, on doit envoyer des intervenants aussi chez eux. Du coup, ce qui se passe, ah oui, et en plus, pardon, j'ai oublié ça, sur le B2C, on est aussi présent à Rennes. Donc, on organise nos sessions de code de 9 semaines et à Nantes et à Rennes, parfois en parallèle. Donc, en gros, ce qui s'est passé très rapidement à partir du moment où on a commencé à monter en régime sur ces différentes activités, c'est qu'on avait un pool d'intervenants qui était limité. On est une douzaine, une quinzaine à pouvoir intervenir sur tous ces sujets, en fait, au wagon. Et en plus, chacun de ces intervenants a ses spécialités, ses envies et son emploi du temps qui lui est propre. Notamment parce qu'on est à peu près tous freelance à côté, que ce soit en tant que développeur, que designer ou quoi que ce soit. Et donc, il nous fallait un moyen d'organiser tout ce beau monde de manière un peu centralisée. J'ai plus l'exemple devant les yeux, mais quand on a commencé, on avait une spreadsheet Google avec 2 colonnes, l'une côte à côte. Et on avait dans une des colonnes les jours de profs qu'on devait mettre en place à Rennes, en parallèle des jours de profs à Nantes. Et on essayait de dispatcher les gens comme ça, et c'était un enfer. C'était un enfer. Et en plus, on n'arrivait même pas encore à prendre en compte le reste des pans de nos activités. Du coup, à ce moment-là, moi, j'ai bossé déjà sur Notion depuis un moment avec Coup d'État, et je me suis dit, OK, il y a peut-être moyen de craquer un truc en termes d'orga avec Notion autour de la base de données avec la vue calendaire. Du coup, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a réussi à concevoir. Alors, c'est un travail, c'est pas un truc qu'on a conçu du jour au lendemain, mais en fait, on l'a enrichi petit à petit. C'est là où je vais peut-être revenir sur ce que Tim disait. Il faut faire attention avec l'outil, c'est que ça peut vite devenir, disons, une espèce de bestiole d'information que les gens dans votre équipe auront du mal à prendre en main. Et du coup, c'est toujours un travail continuel de venir soit couper des trucs que vous avez implémentés, que vous avez testé et c'était facile à mettre en place, et puis en fait, personne s'en sert, ou ça complexifie votre donnée, donc il faut faire attention à ces trucs-là. Alors, du coup, là, vous avez devant les yeux mon agenda wagon avec toute notre équipe. Donc là, on est sur la vue full calendrier, donc où on a mis tout type d'intervention confondu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des jours de cours. Donc je vous ai pris le mois de février parce qu'il y avait un peu d'activité. Il y avait des jours de bootcamp à Nantes. Et on peut voir assez facilement que sur ce jour-là, il y avait 2 personnes staffées qui étaient Pierre et Pierre. Bootcamp aussi à Nantes, mais on avait aussi un bootcamp. Du coup, la data doit être chelou, là, parce qu'on n'a pas 2 fois à Nantes, ça doit être Rennes quelque part. En gros, ça devait être à Rennes. On avait quelque chose en parallèle à ce niveau-là. Et du coup, on voit à peu près. Oups, j'ai cliqué. Mon ordi est en train de cracher ses poumons. Hop. On voit en parallèle les gens qui sont sur différentes activités chez nous. Et là, typiquement, sur le 10 février, on avait 2 personnes sur du cours à Nantes et une personne à Nantes chez Audencia sur notre activité de cours chez eux. Là, on avait un événement avec la cantine aussi. On avait invité Laurent Maury, etc., etc. Donc, en gros, tout ça, en fait, nous permet de visualiser de manière centralisée les activités de tout le monde et surtout, en fait, au moment de planifier ces activités, de pouvoir le faire sans double booker, on va dire, certains de nos intervenants. Alors, comment on distribue ensuite le boulot d'organisation? En fait, par exemple, il y a un gros boulot au wagon d'événements marketing. Donc, on positionne des événements pour faire venir du monde, leur faire passer notre message, essayer de les acclimater à ce que c'est du code, etc. Et du coup, on a un calendrier qui va être dédié juste aux événements. Donc là, vous voyez que le truc est beaucoup moins fourni.
Et moi, ça me permet, moi je suis en charge d'organiser les événements au Wagon Nantes, ça me permet d'avoir un focus juste sur les éléments d'intervention autour des événements, avec un simple filter sur un type. Et en fait, du coup, Tim vous a déjà montré, à mon avis, un setup qui est assez compliqué, parce qu'il y a il y a 2 bases de données imbriquées, il y a des choses comme ça, mais en fait, vous pouvez aussi euh, juste implémenter des filtres simples dans plein de vues différentes sur la même data, et ça vous permet d'avoir déjà un workflow qui est très puissant. Par exemple, je vais vous montrer un dernier truc là-dessus. Moi, j'ai aussi une vue en mode Kanban sur ma gestion d'événements au wagon. Et là, du coup, c'est tout bêtement tout le process qu'on suit au wagon, pas à pas, pour publier un événement et faire venir des gens dessus. Donc, on a un système de statut et on a aussi un système pour les sous-milestones de ce qu'on a à faire avec des checkbox. Et c'est aussi simple que ça de faire avancer le Schlingblick, quoi. Je présenterai un dernier truc pour parler un peu aux gens qui ont besoin de comprendre les droits d'accès Notion. J'ai commencé à implémenter une nouvelle façon de fonctionner avec nos intervenants aussi. C'est de les ajouter aussi sur Notion, sur la page sur laquelle ils vont intervenir. Donc là, il y avait un événement, un workshop découverte de tout ce qui est interface utilisateur avec un de nos intervenants qui s'appelle Gigi. Et du coup, pour commencer à organiser mon événement, j'ai invité sur cette page tous les intervenants auxquels j'avais pensé potentiellement pour venir s'occuper de cet événement. Et ensuite, je leur ai donné des droits du coup non pas d'édition, qui sont full access ou edit, mais de commentaires simples. Donc ils peuvent lire cette page et ils peuvent commenter dessus. Ce qui fait que du coup, on a pu s'organiser de manière centralisée ici, en commentaire, et voir quelles étaient les dates qui fonctionnaient, quel était le timing, qui on voulait privilégier sur l'événement, etc., etc. Et puis moi, je peux ensuite m'organiser en termes de gestion des assets pour publier sur les réseaux sociaux, en termes de copywriting, etc. aussi. Et tout le monde voit tout ça. Et donc, je finirai là-dessus. S'il y a bien un truc pour lequel moi j'ai mis toutes mes cartes sur Notion d'un coup et j'ai mis tous mes jetons de poker, c'est qu'en fait ça permet petit à petit, avec toutes les features qui sont en train de sortir en plus, ça permet à tout le monde d'accéder à la donnée dont tout le monde a besoin à n'importe quel moment. Et du coup, il n'y a plus de dispersion dans plein d'outils, Google Drive, je sais pas quoi, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous pouvez en fait libérer l'accès à l'information pour tous les gens qui bossent avec vous. Dans Notion, c'est encore plus simple qu'auparavant. Et pour moi, c'est le truc le plus puissant. Voilà, je finirai là-dessus. Du coup, Lise, si tu es dans les parages, je crois qu'on doit prendre des questions à nouveau, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Voilà. on avait une question sur les prix tout à l'heure. J'ai renvoyé vers Ouais. directement du pricing de Notion. Donc, n'hésitez pas à aller voir Ouais. directement sur le site. Donc, il y avait des questions sur peut-on filtrer les données. Donc, c'est Marc qui demande vis-à-vis des droits d'utilisateur. Donc, c'est ce que tu avais l'air de montrer en tout cas tout de suite. Donc, Alors, on ne va pas filtrer les données comme Tim nous a montré avec des filtres comme ici, par exemple. On ne peut pas faire ce genre de truc. Par contre, on peut dégager. Par exemple, si j'avais envie de donner accès, si j'avais envie de faire un dashboard par personne, sur lesquels ils retrouvent tous les événements auxquels ils peuvent potentiellement participer ou sur lesquels ils sont intervenus, je pourrais créer des pages spécifiques en faisant une linked database. Et les gens, dans cette linked database, n'auraient accès qu'aux événements qui leur sont attribués. En fait. Hein, ils auraient visuellement, mais ils pourraient aller fouiner, quoi. Il n'y a pas de blocage, mais en tout cas, on pourrait faire en sorte que la donnée qui leur est relative soit mise en… Remontée, ouais. Exactement. Après, effectivement, comme dit Tim, si je donne accès à toute cette page à quelqu'un, ce quelqu'un a accès vraiment à toute l'information qu'il y a dedans et à toutes les informations qui sont à l'intérieur de ces pages aussi. et aujourd'hui, ça rajoute pas de coût quand on ajoute quelqu'un qui vient juste pouvoir commenter ou éditer. Non. Pour vous montrer le truc, moi j'ai pas mal expérimenté avec cette notion de droit d'accès parce qu'en gros, on a des gens qui interviennent tout le temps, qui font partie de ce que j'appelle la core team à Nantes. Donc on est 4.
Et ensuite, il y a tous nos intervenants qu'on a ajoutés sous le rôle de guest. Et du coup, en fait, vous allez avoir possibilité de leur donner accès à une page en particulier. Et donc, c'est au coup par coup, vous allez leur donner accès à telle page ou à telle autre ou à machin. La notion dont je parlais, qui est un peu encore au-delà de ça, c'est la notion de groupe. Vous allez pouvoir créer des groupes. Le problème des groupes à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'ils sont très malins chez Notion, c'est que vous ne pouvez pas grouper des guests. Donc là, par exemple, tous les 29 guests que j'ai, je peux pas dire qu'il y a des gens qui sont d'Audencia et faire un groupe avec eux, parce qu'il faudrait que je les ajoute en tant que véritable membre du workspace. Et donc, je paye pour eux. Alors que Donc, les guests sont gratuits. les guests sont gratuits, ouais. Enfin, Sur si on paye un plans plan, payants. ouais. Ouais, exactement. Sur le plan individuel ou sur le plan équipe, les guests sont gratuits et illimités. C'est juste que du coup, pour organiser l'access control, comme on dit dans notre jargon, bah, c'est un peu plus chiant. Ok, merci beaucoup. On a Emmanuel qui demande Hello, ça code en quoi ou comment dans Formula? Timothée, Ça tu... code. C'est Ouais, vas-y, du, Tim. Vas-y. c'est du JS, c'est du JavaScript simplifié et un peu modifié par Notion. C'est un peu le bordel, on va dire. En gros, l'idée, c'est souvent, soit ta formule est simple et tu l'as fait, ça ressemble à une formule Excel, soit et un peu JavaScriptisée, soit elle est compliquée et il vaut mieux la faire dans un bloc de notes avant venir la copier-coller derrière parce que comme ça indente pas, et que si jamais elle n'est pas complètement bien faite, il ne veut même pas la prendre en compte. Donc voilà. On va essayer, nous, avec la communauté, d'aller mettre un ensemble de formules un peu astucieuses et de faire une bibliothèque de ces formules pour pouvoir justement vous montrer à quel point ça peut être puissant. Mais c'est souvent alambiqué. Donc, c'est pour ça il faut un showroom. On a Julien qui demande est-ce possible de se connecter sur 2 workspaces mais avec 2 emails différents? Il paye déjà Non. Notion à titre Non, c'est la pain, ça. Okay. Ça, c'est la grosse pain, ouais. C'est la grosse pain, on leur en a déjà parlé. Et en fait, du coup, là, tu vois, tu as ta liste de workspace. Et moi, j'ai de la chance, j'ai réussi à convaincre tous les gens de m'ajouter sur le même email dans tous ces workspaces différents. Mais si as 2 emails différents pour accéder à 2 workspaces, il faut gérer ça au-dessus. Au niveau de Avec des ton navigateur, navigateurs. par exemple, sur Firefox, tu peux faire des profils, etc. C'est une chiant. Et si tu as mal commencé, l'astuce, c'est d'ajouter ton autre compte sur ton workspace. Par exemple, si tu veux tu mets sur ton workspace pro, enfin, tu mets sur ton email pro tous tes workspaces. Et du coup, sur celui que tu avais mis en perso, tu ajoutes l'email pro et tu enlèves l'email perso après. Parce que sinon, le transfert est un peu merdique aussi. Donc, mais non, c'est la peine. Enfin, espérons qu'il la règle assez vite. Alors, on a Marc qui demande les checklists sont-elles définissables et donc réutilisables, par exemple, pour les événements elles semblent similaires. Est-ce que c'est un groupe d'items ou une recopie? C'est un template. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Moi, en fait, sur cette base de données d'événements d'intervention globale, du coup, j'ai mis un tas de Ah, checklists. c'est les attributs carrément. Ouais, ce sont des attributs. Ouais. Et du coup, dès que tu crées un nouvel item dans cette base de données, il a aussi ses attributs par défaut. Et en fait, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais sur un item en particulier, je vais venir interagir avec toutes ses propriétés. C'est juste que comme je veux tout avoir au même endroit, dans la même base de données, j'étais obligé de mélanger des choses qu'on a à voir avec les événements externes et des choses qu'on a à voir avec les cours qu'on donne en B2C, en B2U, etc. Donc je regarde jamais cette liste vraiment. Ce qui devient intéressant, c'est plutôt d'avoir cette overview quand tu veux jouer avec tes propriétés, c'est d'avoir cette overview globale au niveau d'au-dessus. Voilà. Et après, effectivement, il y a une logique de template que Tim a bien mis à soulever. Vous allez pouvoir en fait définir des types d'objets qui seront ajoutés dans votre base de données et qui vont avoir certaines propriétés déjà remplies. Par exemple, si je clique sur nouveau webinar, je ne sais plus exactement ce que ça fait.
En fait, si, c'est ça. En gros, workshop. c'est à la fois, ça va Ouais, voilà, mettre des attributs avec une une certaine certaine valeur. valeur et ça permet Mm, également de mettre du contenu déjà pré-templatisé du coup. exactement. Donc là, c'est ce qu'on a, nous, c'est ce qu'on a mis. On a un petit message à balancer aux intervenants, enfin, aux participants d'un webinaire avec le lien Zoom, machin, tout ça. Donc on a mis ça en place comme ça. Je vois 13 questions. Il y a une question de Claire que je trouvais intéressante, de Claire Michard, qui était comment vous avez fait pour choisir Notion parmi tous les outils Fibery, Coda, Airtable, Notion? La réponse c'est on ne choisit pas, mais un peu quand même. En gros, moi j'ai choisi Notion parce que c'était celui qu'on a découvert le premier et qui me paraissait assez pertinent et assez dans l'esprit de ce qu'on voulait faire. Il y a un petit côté, dès que tu découvres Notion, si tu as un peu l'esprit, on va dire, d'escalier, tu as tendance à tomber vite amoureux de l'outil. C'est assez intéressant de voir que chez certaines personnes, ça clique et chez d'autres, ça clique moins. Ensuite, Coda et Fibery sont à peu près la même chose. Fibery étant beaucoup moins avancé que Notion, puisque c'est une petite équipe de Biélorusses, je crois. Et Coda, ils sont partis après, mais ils rattrapent vite et ils ont déjà une API, ce qui est assez cool, parce que Notion n'a pas encore. Mais ça souffre de trop défauts en termes d'UX. Et Airtable, par contre, est à part, parce que Airtable, c'est uniquement des bases de données. Et donc, ça vient pas avoir cette logique de knowledge management. En revanche, si ton use case, c'est d'avoir une grosse base de données centralisée et uniquement ça reste très pertinent du fait également qu'ils ont beaucoup d'intégration. C'est beaucoup plus ancien, donc il y a une communauté, des forums, des choses qui sont faites sur Airtable. L'API est beaucoup plus élaborée. Il y a des outils qui sont venus se mettre on top, à côté, pour englober, pour faire des portails, des machins. Beaucoup d'outils qui sont créés comme ça. Donc, ça a ses qualités également. Donc, la réponse, c'est on ne choisit pas, mais Notion nous plaisait bien, on était parti dessus, donc on a décidé de commencer par là. C'est très personnel comme démarche, comme tu disais, hein, l'outil, il y en a pour qui ça fonctionne ou non. Et il y en a d'autres encore, hein. Et oui. Ça ne s'arrête jamais. Charles nous demande s'il faut créer un compte sur Notion pour pouvoir commenter. Oui. Très bien. Il faut à minima donner son mail. Mais pas pour voir. Pour voir, il n'y a pas voir. besoin de compte. On peut créer des pages en public qui sont visibles sans compte. En revanche, dès que vous voulez interagir, il faut un compte, j'imagine, pour qu'il traque qui a fait quoi. Exactement. Question RGPD. Est-ce que la licence d'utilisation est conforme RGPD? Pas vu, pas pris, quoi. Aucune idée. Il y a pas, ouais, vous avez On n'a pas vraiment. Alors, Tim et moi, on bosse on bosse avec des équipes dont c'est pas trop le souci. Le knowledge reste interne, en fait. Et on s'est jamais posé la question, en vrai, de savoir si c'était RGPD compliant. Il faudrait se renseigner. Ouais. Pour l'info. On regardera tout à fait. Mm. Alors, Benjamin qui demande, il aimerait dupliquer la structure de notion d'un de ses collègues qui utilise l'outil depuis un moment. Ouais. Il aimerait savoir si c'est possible. Ils n'ont pas de compte team. Est-ce qu'on peut dupliquer? Ouais, bien sûr. C'est la même notion que les templates qu'on proposait tout à l'heure. Les templates, en fait, si par exemple, je vais peut-être pas dupliquer celle-là, mais si je prends un truc vous pouvez partager en public access. Et à partir du moment où vous partagez en public access, vous pouvez permettre aux gens de dupliquer votre page dans leur propre espace Notion. Et du coup, ça permet de mettre en place des templates de fonctionnement sur des frameworks de growth marketing ou ce que vous voulez en fait. Sur le template du wagon, je pourrais le partager, même si c'est très spécifique au wagon, ça va pas à grand monde, je pense. À moins que je le clean un peu. Mais on peut du coup, moi je peux balancer ce lien à n'importe qui et il pourra copier dans son workspace mon document ici sous forme de template du coup. L'astuce étant, si jamais ces pages sont à la racine et qu'il veut copier tout le workspace, étant de créer une page wrapper sur laquelle on va venir mettre toutes les autres pages et d'aller copier cette page-là.
Beaucoup trop advanced ce que tu racontes ici. Non, mais en gros, Voilà. si tu veux copier toutes les pages t'es obligé si tu veux copier tout le workspace. Du Bien coup, sûr, bien sûr. donc voilà. Du coup, Mais on tu te peut poses pas mettre ce tout genre de ça questions. dans la caisse et puis copier la caisse, quoi. Il y a Anne qui Yes. demande s'il y a des communautés existantes sur Paris. Petite question Oui. sur Ouais, les communautés. ouais. Il y en a une, tu vas tape Notion Paris Meetup et tu vas trouver. Sur Meetup, ouais. Ok, Ouais, sur Meetup, ils sont inscrits. Ils ont déjà fait 4 ou 5 events d'ailleurs. Ils se sont arrêtés pendant le confinement, là, mais ça, ils c'est vont sûrement reprendre d'ici peu. Oui. D'ailleurs, l'idée de Notion Nantes était de pouvoir boire des bières, mais il n'est pas exclu qu'on essaie de s'agréger à un Notion France qui serait un Nantes plus Paris, plus d'autres C'est ça. contrées pour ce genre d'événement online qui, bon, a priori, le fait d'être à Nantes ne change pas grand-chose. Mm. Pour boire des bières un peu plus, quoi. Mais ça, c'était avant, ça. Il va inventer des bars virtuels. Question de Gonel sur l'export. Est-ce que c'est possible d'exporter en PDF ou en Excel? Ouais, Oui. ouais. Oui. Tu peux exporter en CSV certaines bases de données qui sont des tables, ou même toutes d'ailleurs, je dis des Toutes. bêtises, parce que c'est toute la même. Ouais. Tu peux exporter en Markdown, en PDF. Par contre, j'ai vu ta question et je crois que ça parle aussi d'export automatisé via des API, des choses comme ça. Pas encore C'est ça. pas possible pour le moment parce qu'ils n'ont pas release leur API. Ils sont en train de bosser dessus depuis longtemps et très très fort. On en reparlait encore avec le designer hier. C'est leur sujet. Hein. Ils n'ont pas le choix de toute façon parce que tout le monde leur tombe dessus. Nous les premiers avec Steam en mode on aimerait bien pouvoir faire plein de trucs en tant que développeur pour juste exploser nos workflows et tout ça. Et c'est pas possible à l'heure actuelle à moins de faire de la danse de la pluie, quoi. Donc voilà. Ah, on a 17 questions. En fait, on les déqueue, mais on n'arrive pas à reprendre dessus, quoi. Très bien. Alexandre, je fais un petit coucou à Geoffroy, hein, qui est le créateur de BizBuzzy, qui est un outil nantais du coup de gestion de projet également, qui a mis en place, il nous a mis un petit mot là, si vous voulez tester un outil Made in Nantes, il a mis en place l'outil avec une offre spéciale pour le Covid si ça intéresse de consommer local au niveau outil. Alexandre demande, avez-vous déjà créé des templates à partager? Comment Notion sélectionne les templates proposés par défaut? Il n'y a pas cette logique de proposition par défaut. En gros, il faut vraiment que tu vois les templates comme quelque chose que tu partages ou pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, tu pourrais très bien faire une page qui n'est que des références à des templates. Il y a certains des Américains dont c'est le métier d'aller vendre Notion en mode consultant à des boîtes qui font ça. Donc, c'est leur page vitrine de template pour convaincre les gens que c'est une bonne idée et en mode goodies gratuit. Et en fait, c'est toi, après, en tant qu'utilisateur, qui va venir sur cette page, qui va cliquer sur ce template et qui va te dire, bon, bah, ramenez-le-moi dans mon workspace. Et tu choisis le workspace auquel tu veux copier ou tu veux ramener le template dedans, quoi. C'est juste ça. Et d'ailleurs, Après, j'ai peut-être pas compris la question. Mais... également, en gros, ils font pas de préconstruction d'un workspace avec des templates, comme disait Nico. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a beaucoup plu dans l'outil. Ça me fatigue tous ces outils où tu as à peine sign up que les mecs veulent déjà que tu fasses, ils veulent savoir quitter, quel template il faut que tu aies, et tu as à peine commencé que déjà ils t'ont construit la moitié du monde. Et donc, c'est un peu cette vibe de notion un peu qui est on ne dit pas ce que tu dois faire, construis les trucs, quoi. Et pour les templates, nous, on est en contact avec la communauté, on va dire, des users qui promeut une notion. Et moi, j'ai créé un template de gestion de tâches que du coup, je ne vais pas vous présenter, on va plutôt faire des questions, non? Ce sera plus simple. Ouais, Sympa. ouais, Et du coup, qui sera à disposition sur la présentation et qui est sur le site Notion Nantes, qui est du coup un Notion, et qui permet de gérer les tâches. Enfin, c'est l'outil qu'on utilise dans ma boîte pour gérer les tâches. Et donc, il remonte comme ça des templates qui sont faits par les users et qui peuvent être intéressants à partager, quoi. Voilà. Il y a Adrien qui demande, peut-on automatiquement lier des mails à des personnes et des entreprises? Peut-il préciser sa question?
J'imagine que c'est pour essayer de mettre en place un espèce de CRM, peut-être. Peut-être que c'est ce que tu montrais par rapport à grand groupe, le fait d'avoir peut-être que dans les Image des attributs. personnes et des J'en objets. sais rien. Moi, j'avais compris ça comme cette feature-là. Vous voyez toujours mon écran? Ouais. Adrien, si tu nous entends, si tu veux rajouter. Ah oui, d'accord. Des Tu vois, domaines. le fait de whitelister un domaine complet pour permettre à tes collaborateurs de se pointer sur le Notion facilement. Mais je sais pas, en fait. Du coup, Bah, si, c'est si, soit ça, soit l'attribut user. Si tu vas sur une base, ouais, Nico, ouais, tu peux ouais, montrer que ça on peut aller dans la communauté. bah, dans gestion de Euh, tâches, sinon. Enfin, ouais, dans la communauté, ça va. Ouais. Oui, dans la donc communauté, là, c'est pertinent. Ouais. ça, Tu peux c'est peut-être le, concaténer des données sur une petite cellule et je sais pas si. je sais pas quelle est la question, mais pour vous donner un peu aussi, il y a un champ, on peut montrer autre chose en attendant d'avoir un peu de précision. Il y a aussi un champ de type pardon, personne dans les bases de données, qui sont en fait des gens qui font partie de la team. Donc là, on a construit un petit use case où tous les gens qu'on onboard sur la communauté viennent se présenter tranquillou. Ça permet à tout le monde d'avoir un peu de contexte. Et du coup, choisis ta petite bouille à Adrien personne, dit quoi. c'est pour rattacher automatiquement des données depuis un autre service, qu'il y ait une reconnaissance qui se fasse de Ah, l'adresse mail. non, c'est pareil. En fait, c'est le même principe. On est Cléblo pour l'instant par l'API qui n'existe pas. Et ces principes-là, ils sont pas mis en place nativement par Notion, en fait. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que dès que leur API va ouvrir, les gens vont commencer à bosser sur tous ces sujets en faisant des trucs custom par-dessus, quelle que soit la forme que ça prendra, extension ou peut-être même plugin Notion directement. Ils Je font un sais pas s'ils store, ont ça prévu serait pas ça mal. encore. Ouais. S'ils font un store, ouais. Ouais. Mais en fait, Notion, vraiment leur focus, c'est sur la data, comment tu fais pour la mettre en forme, mais pas sur tous ces trucs qui sont des use cases un peu disons, à la lisière de la data, quoi. Et pas exactement toi en train de jouer avec ta data, quoi. Il nous Ouais. reste deux D'autres questions. questions? Alors, on a Antoine qui demande connaissez-vous leur politique concernant la gestion des données, stockage, chiffrement, accès? J'imagine que ça reprend la question concernant le RGPD de tout à l'heure. Stockage, d'après ce qu'on voit pour les images, je pense que c'est pareil pour le reste, ça doit être sur AWS, donc Amazon. Chiffrement, j'imagine que c'est chiffré. J'espère que c'est pas qu'ils en sont pas là. Okay. On avait partagé un truc, ils ont une page sécurité si ça Ah ouais, t'intéresse. ok. Oui, c'est pas faux. Notion Security, je sais plus si Tu l'avais mis dans j'ai pas tu l'as pas mis dans regardé. les ressources? Ouais, si c'est là. Non, tout. Security Notion. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, si tu veux avoir les réponses à tes questions, c'est sur là-dessus que ça se passe. Et sur Twitter aussi, si vous avez des questions un peu pointues sur certains sujets comme ça, qui ne sont pas des sujets d'usage, et même si c'est des sujets d'usage d'ailleurs, hein, vous pouvez aller poser vos questions sur Twitter. Ils sont hyper réactifs et ils prennent en compte tous les trucs, tous les tweets que vous pouvez faire autour de leurs produits, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de. Ouais, donc Hein, ils sont assez transparents c'est sur tous ces sujets. standard californien, quoi. Voilà, Ouais. y a pas de. Yes. Question suivante, vas-y. Et ce sera la dernière question du coup de Claire. Elle a une question concernant la notion de time tracking sur l'élément d'une table. Est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr. Alors, c'est limité, mais ça existe. Si je reviens sur dans les ressources, on va regarder ça ici. Vous allez pouvoir créer des colonnes sur une table comme ça, par exemple, qui sera de type last edited time et created time. Donc, vous allez avoir ces deux timestamps-là, la création et les modifications successives. La création ne bouge pas à partir du moment où on rajoute cette colonne et on ajoute je vais la ramener ici, et on ajoute un nouveau record. Vous avez le temps actuel là maintenant, et ensuite on peut rajouter une colonne d'édition, de tracking des modifications. Hop. Et du coup là vous avez machin. Donc là pour l'instant c'est les mêmes. Et si on bouge ça, hop, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être à l'intérieur. Je sais pas, on avait vu ça, Tim. Je sais plus Non, si c'est à l'intérieur de la page c'est juste aussi. que tu as tout bougé en 1 minute, du coup, ça va pas. Ah ouais, tu penses? Ok. Ouais. Bon, il faudra attendre un peu, mais en gros, vous avez cette notion de tracking ici.
Après, si ta question est plus large sur, je sais pas exactement si Après, tu as retenu le truc. peut-être que c'est également, je ne sais pas si les champs dates comprennent d'un temps aussi, tu sais, Hmm, tu sais, genre si jamais tu as envie d'avoir du intra-journée, peut-être c'est ça aussi, j'en sais rien. Donc oui, c'est le ouais, cas je sais. également. Les champs dates sont des champs date time quoi, qui permettent de dire bah ça sera le 14 juillet entre 10h et 18h. Ouais, ouais. On peut se faire une dernière colonne toute bête de type date et vous allez pouvoir du coup avoir un full date picker avec des options pour mettre un temps de début, enfin une date de début et une date de fin et même rajouter le temps par-dessus. Et vous avez par-dessus encore une logique de reminder qui va vous envoyer une notif et potentiellement un email en fonction de vos configurations au moment où cette date va être atteinte, quoi. Claire Donc, ajoute, c'était dans l'idée de traquer le temps passé sur une tâche. du coup, non, vous n'allez pas avoir. Enfin, il y a peut-être moyen de. Tu me diras, il y a peut-être un truc à construire en termes de, de setup de table et tout ça, mais nativement, c'est pas le cas. En dehors de ce que je viens de vous montrer. Ouais, peut-être un truc entre le create date et le last date date. Mais, Ouais, mais là, il y a c'est les. pareil, on commence à atteindre les limites du use case et le commençage du bidouillage, quoi. C'est ça, exactement. Rejoignez la communauté et on y réfléchira ensemble. Expérimenté. Bon, merci les gars, on va s'arrêter là. Ouais. D'ailleurs, cette communauté, elle se réunit quand? Pour ceux qui veulent continuer de découvrir Notion. Tu nous fais Alors, du coup, un petit coup de pub, Nicolas? ouais, ouais, carrément. Donc, l'URL, c'est notionnante.com. Ça vous ramène sur notre workspace Notion. C'est une espèce de landing page qu'on a faite. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un problème sur le Typeform. Je vais regarder ça après. Vous pouvez vous inscrire. C'est juste remplissage de Typeform avec quelques infos sur vous, pourquoi vous aimez Notion, où est-ce que vous en êtes avec l'outil. Et évidemment, votre email et votre prénom, tout ça. Ça vous intéresse Et pour comment faire en 5 minutes une landing page avec Notion? ouais, c'est le temps qu'on a passé avec Tim pour faire ce truc-là. Et le prochain event, il n'est pas encore annoncé, mais on est en train de bosser dessus avec des membres de la communauté. Ce sera une espèce d'office hour où une ou deux personnes vont ramener un use case sur lequel ils ont envie de bosser. Et tous les gens qui ont envie de participer viennent sur un Zoom, un truc comme ça, et puis on imagine des trucs, on bidouille des trucs sur un document qui sera dans ce qu'on appelle le playground chez nous, là, dans la communauté. Donc voilà, on n'a pas encore décidé Donc, quels étaient les use cases et tout ça. tu peux remettre l'URL en vue Elle est dans le chat et sinon l'URL en vue, ouais. Notionnante.com. Voilà, bon, bah, super. Notionnante.com. Merci. Il y a un Slack également qui permet de communiquer en plus direct que. Enfin, Notion est la partie knowledge et le Slack est pour les communications. Trop bien. Bah, merci Voilà. beaucoup en tout cas pour cette première démo. Pour ceux qui veulent continuer de se former à d'autres outils, on a un prochain événement mardi à 11h30 sur l'outil ClickUp. Alors le ClickUp joue la surenchère, hein, c'est Notion, Airtable, Trello réunis en un seul outil. Donc on aura Anne-Sophie voilà, qui viendra nous le présenter. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Merci encore pour cette démo super pragmatique, c'était hyper intéressant. Et puis, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et puis à nous faire vos retours si vous avez la moindre question. J'imagine que les garçons, vous êtes prêts aussi à répondre aux questions. Donc, directement. Yes. Merci beaucoup. Allez. Merci à vous. Merci.